Bienvenue pour la deuxième séance de révision et de consolidation. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur la notion de réseau trophique. On reprend par un petit exercice pour renforcer vos connaissances. Donc, l'exercice est comme suit. Dans un réseau alimentaire, chaque animal a un régime alimentaire bien déterminé. Le tableau ci-dessous présente les régimes alimentaires de divers animaux. Je rappelle que le régime alimentaire, c'est ce qui mange l'être vivant. Donc, on a deux colonnes, deux parties, c'est l'animal et c'est le régime alimentaire. Et un autre groupe d'animaux. Donc, ce qu'on vous demande, c'est schématiser deux exemples de chaînes alimentaires. Donc, vous pouvez choisir une chaîne à partir de ce petit premier groupe, une autre chaîne à partir de ce deuxième, comme vous voulez. Et ensuite, donner à partir du tableau ci-dessous un exemple de réseau trophique, en précisant pour chaque maillon le niveau trophique correspondant. C'est un exercice que je vous laisse le temps de faire doucement et de créer, de pouvoir proposer un exemple de chaîne trophique. Quand même, je vais citer la première chaîne ici. Si je dis que la feuille, elle est mangée par la chenille, et je cherche la chenille, elle est là, elle est mangée par la grenouille. La grenouille, elle est là, voilà, je cherche. Ça, la grenouille ici, elle est mangée par le hérisson. Donc, la feuille, la chenille, la grenouille, le hérisson, la première chaîne alimentaire. Vous pouvez faire la même chose, mais vous continuez à chercher les différentes chaînes alimentaires et vous allez voir que ce sont des chaînes qui sont trop courtes pour nous donner un réseau trophique. Donc, on passe maintenant à autre chose. C'est le transfert de la matière et le flux d'énergie. Donc, dans chaque chaîne alimentaire, les végétaux chlorophylliens, c'est-à-dire qui renferment de la chlorophylle, constituent toujours le premier maillon dans tous les réseaux trophiques. Pourquoi? Parce que ce sont eux les producteurs. Elles produisent de la matière organique riche en énergie. Toute matière organique, elle emmagasine de l'énergie en utilisant l'énergie de la lumière et les éléments minéraux du milieu. Donc, le transfert de la matière entre les maillons d'une chaîne alimentaire est toujours accompagné par un flux d'énergie. Comment mettre en évidence la production primaire et la production secondaire de la matière au sein d'un écosystème? Il y a beaucoup de nouveaux termes à maîtriser. Comment le flux de l'énergie accompagne le flux de la matière? Ces deux questions, ce sont les questions principales qui vont nous aider à éclaircir cette notion de transfert de la matière et de flux de l'énergie. Voilà, donc les termes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de production primaire, on parle de production secondaire, on parle de biomasse dans un écosystème. Donc, on va faire on va déterminer chaque terme. La production primaire, c'est l'accroissement de la masse totale de matière végétale vivant en un lieu pendant un temps donné. Et quand on parle production primaire, c'est relative à la matière vivante végétale. On a ici un champ de maïs en automne et le même champ de maïs au printemps, c'est-à-dire pendant une saison. La période, un temps donné, ce temps donné, c'est la saison. Et vous voyez qu'il y a un accroissement de la masse végétale en comparant les deux photos, les deux figures A et B. Cet accroissement, c'est la production primaire. On passe maintenant à la production secondaire et la masse de matière vivante produite par les consommateurs en un lieu pendant un temps donné. Donc, production secondaire, c'est chez les consommateurs. La productivité, un autre terme, c'est la masse de la matière vivante produite dans l'année sur une surface donnée. Je reprends toujours le premier exemple. Donc, si on fait nos mesures, donc de combien de kilogrammes, de combien de tonnes on a vu accroître le champ de maïs, c'est ça la productivité. Donc, on va donner des exemples.
Et vous voyez que la biomasse totale et la productivité primaire, ça diffère en fonction des types de végétaux et dans le même milieu qui est un milieu forestier. Donc, l'épicéa du nord de l'Europe, la biomasse totale, c'est 100 tonnes par hectare. La productivité, on a vu un accroissement de 4,5 tonnes par an par hectare. Pour l'épicéa du sud de l'Europe, la biomasse c'est 330 et la productivité c'est de 8,5 et ainsi de suite. Donc, pour la productivité secondaire, c'est-à-dire c'est la masse la masse vivante produite par le consommateur. Il y a toujours une différence entre les différents types d'animaux. Donc, les animaux du parc national Albert au Congo, ils ont eu une productivité secondaire de 24,4 tonnes par kilomètre carré par an, alors que les animaux de la toundra à Caribou, c'est de 0,8 tonnes par kilomètre carré par an. On passe à autre chose. La pyramide trophique. Tout à l'heure, on parlait en termes de réseau, de chaînes alimentaires qu'on dessine grâce à des flèches. Maintenant, on passe à une autre représentation, c'est-à-dire on va représenter ceci sous forme de pyramide qu'on appelle la pyramide trophique. Donc, les niveaux trophiques d'une chaîne alimentaire peuvent être représentés quantitativement sous forme de pyramide. Quand on parle en termes de chaîne, de réseau trophique, c'est surtout une étude qualitative des organismes dans un milieu naturel. Quand on parle de pyramide, on insiste sur le côté quantité. Donc, comment on construit une pyramide? D'ailleurs, il y en a plusieurs types. Il y a la pyramide de nombre, la pyramide de poids, de la biomasse, il y a la pyramide de l'énergie. L'essentiel, dans chaque pyramide, chaque maillon est représenté par un rectangle, vous voyez, dont la superficie elle est proportionnelle au nombre d'individus, si c'est une pyramide du nombre. À la quantité en kilogrammes, si c'est une pyramide de biomasse, ou bien en kilojoules, si c'est une pyramide d'énergie. Leur biomasse, donc au nombre d'individus, leur biomasse, kilogrammes, tonnes ou autre chose, et leur énergie en kilojoules. Donc vous voyez que la hauteur de ces rectangles ne change pas, c'est les mêmes pour chaque maillon. Ce qui diffère, c'est la longueur. Pourquoi? Parce qu'elle est proportionnelle à la quantité mesurée. Je passe à l'autre figure. On a les niveaux trophiques. Vous voyez une chaîne alimentaire. Il y a les producteurs, les consommateurs du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré. Donc, ici, ce sont des végétaux, la litière. Les débris de végétaux, c'est la litière, qui sont mangés par de nombreux petits invertébrés qu'on appelle les phytophages, puisqu'ils se nourrissent des végétaux. Et il y a les passereaux, qui sont des carnivores des consommateurs de deuxième degré. Et au sommet, on a le consommateur du troisième degré, qui est le rapace. Donc, c'est un carnivore. Donc, les rapaces, ce sont des oiseaux qui se nourrissent de la viande. On les appelle les carnivores, les rapaces. Donc, le nombre ici, vous voyez que le nombre des individus dans chaque maillon, en passant du bas vers le haut, ça diminue et ça donne la forme d'une pyramide, d'où le nom de pyramide trophique. J'espère que vous avez saisi la notion de pyramide au fait qu'il y a un transfert de la matière et un flux d'énergie dans un écosystème. On va se baser sur un exemple. On mesure la biomasse et la quantité d'énergie au niveau de chaque maillon d'une chaîne alimentaire. Donc, la chaîne alimentaire est la suivante. Il y a là le blé, les petits pousses qui sont mangés, les graines tout court, qui sont mangées par les poules. Et la poule, c'est de la viande qui sera mangée par l'homme. Le nombre d'individus pour les graines, on a, ou bien les plantes de maïs, on a 70 000 plantes de maïs qui seront mangées par 850 poules. Et la viande est mangée par 4 enfants.
Donc là, vous allez pouvoir faire une pyramide de nombres. L'autre, la biomasse. La biomasse, c'est la masse de la matière vivante. C'est 70 000, elle pèse 58 000 kg, alors que 850 poules, elles pèsent 2550 kg, et les 4 enfants, c'est 160 kg. Alors, vous pouvez ici réaliser une pyramide de biomasse. Pour l'énergie, dans 70 000 plantes de maïs résident est emmagasiné 240 millions de kilojoules, alors que dans les graines, dans les 850 poules, on a 25,5 millions de kilojoules. Et au niveau des 4 enfants, on a 0,15 millions de kilojoules. Donc, la matière organique d'origine animale ou végétale, elle est riche en énergie. Cette énergie, elle est mesurée en kilojoules. Seule une partie de la matière vivante élaborée par les producteurs est assimilée par les herbivores, tandis que le reste n'est pas utilisé. En effet, une partie reste sur le sol et se décompose par les décomposeurs, qui sont des bactéries, des champignons, des vers de terre, et qui seront transformés. Ces décomposeurs vont transformer la matière organique en matière minérale assimilable par les végétaux. Une autre partie est rejetée par l'appareil digestif des consommateurs. Donc, les carnivores consommateurs ne mangent qu'une partie de leur proie, alors que le reste sera décomposé. Donc, je vais vous donner un exemple que j'utilise toujours. Quand on prend une orange, avant de la manger, on enlève l'épiderme extérieur. Les petites parties blanches, on ne les mange pas. On ne mange pas les pépins. Donc, ce sont une partie non utilisée de la matière organique. Après avoir utilisé le reste de l'orange, notre appareil digestif, grâce à la digestion, il va rejeter la partie non assimilable. C'est ce qu'on appelle la partie non assimilable. Donc, d'une orange, notre corps n'a pas bénéficié de l'énergie emmagasinée dans les parties non utilisées et dans les parties non assimilées. On passe à la suite de cette séance de consolidation. C'est surtout des termes que j'aimerais bien que vous saisissez bien et que vous assimilez la signification. Donc, chaîne, je récapitule, la chaîne alimentaire et les réseaux trophiques. Donc, au sein d'un écosystème, on a 3 catégories d'organismes. Les producteurs, qui sont les végétaux chlorophylliens. Et je ne m'arrête pas trop parce que vous allez étudier ça en détail l'année prochaine. Pour les consommateurs, il y a les consommateurs qui sont les animaux, et par degré. Et on distingue les consommateurs de premier ordre qui se nourrissent des producteurs. Ce sont des phytophages. Les consommateurs de deuxième degré ou bien deuxième ordre qui sont des carnivores qui se nourrissent des phytophages. Il y a les consommateurs de troisième ordre qui sont eux aussi des carnivores. Sans oublier que dans ces chaînes, on peut voir les décomposeurs, les bactéries, les champignons, qui dégradent les matières organiques provenant des divers niveaux trophiques et les transforment en éléments minéraux. Toutefois, je signale que pour les décomposeurs, on peut les signaler au niveau d'une pyramide trophique. Voilà. Donc, pour croître, c'est-à-dire pour pousser, les végétaux ils utilisent des substances minérales et l'énergie solaire pour produire leur matière organique. Ce sont des producteurs. C'est la photosynthèse, donc ce sont des producteurs. Pour les consommateurs de matière organique, ils produisent leur matière organique, qui est la graisse, les os, les muscles, pour croître. Il existe un transfert de matière organique et d'énergie à travers les maillons d'une chaîne alimentaire, du producteur au décomposeur, en passant par les consommateurs. Et je signale toujours que seule une partie de la matière vivante élaborée par les producteurs est assimilée par les consommateurs, parce qu'il y a une partie qui n'est pas utilisée, il y a une partie qui n'est pas assimilée. Il y a donc perte de matière organique accompagnée d'une perte d'énergie.
comme synthèse. Donc là, j'ai essayé de vous représenter l'ensemble des organismes qu'on peut trouver au sein d'une chaîne alimentaire ou d'une chaîne trophique. On a les plantes vertes, les phytophages, les carnivores, et on a aussi les omnivores qui ont un régime alimentaire qui est marié entre les aliments de type animal et végétal. Et on a les décomposeurs, chose qu'on n'a pas signalée quand j'ai traité les pyramides. Donc, les plantes vertes, les plantes chlorophylliennes, ce sont des producteurs. Voilà. Donc, qui seront mangés par les phytophages. Et les phytophages, ils sont mangés par les carnivores. Les omnivores, ils se nourrissent des plantes et des aliments animaux et végétaux. Donc, en bleu, les flèches en bleu, c'est relatif à la matière, c'est-à-dire au transfert de la matière. Après leur mort, les plantes vertes, les phytophages, les carnivores, donc ils seront utilisés par les décomposeurs pour produire de la matière minérale. Donc en bleu, c'est la matière organique. En noir, ici, c'est la matière minérale. Cette matière minérale va être utilisée par les producteurs. Et vous voyez ici qu'on a un cycle de matière. Voilà. Alors que en rouge, c'est la matière organique non utilisée et non assimilée, c'est-à-dire qu'il y a perte d'énergie. Donc, l'ensemble de la matière vivante produite par les plantes vertes n'est pas utilisée par les phytophages. Une partie, elle est perdue. La même chose au niveau des phytophages, au niveau des carnivores. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a flux de matière et qu'il y a transfert de matière et il y a flux d'énergie. Donc, comme exercice, le schéma ci-dessous, il présente les régimes alimentaires de divers animaux. Et dans chaque écosystème, il faut toujours signaler la source d'énergie. C'est le soleil qui fournit une énergie égale à 197 10 puissance 8 kJ par hectare. Cette énergie, elle est utilisée par les producteurs pour produire une matière qui sera utilisée par les consommateurs. À leur tour, ils vont produire une matière qui sera consommée par les consommateurs de second degré. Et le long de ce transfert de la matière organique, on voit qu'il y a perte d'énergie. Donc d'ailleurs, au début, les plantes, elles reflètent, elles n'absorbent pas toute l'énergie solaire, elles reflètent une partie qui sera perdue. Pour les consommateurs du premier degré, une partie de la matière ou de l'énergie, elle est perdue grâce à la respiration. La même chose pour les consommateurs de second degré. Donc, la question est montrer qu'il y a flux d'énergie au niveau des maillons de la chaîne alimentaire étudiée et comparer les valeurs énergétiques des biomasses mesurées au niveau des maillons de la chaîne alimentaire. Que peut-on conclure? Donc, je reprends la chaîne. On distingue d'abord la chaîne alimentaire. Il y a, je dis, le chardon, il y a les plantes, plusieurs types de plantes, qui seront consommés par les campagnols. Les campagnols, à leur tour, ils seront consommés par les belettes. Donc, les producteurs, consommateurs de premier ordre, consommateurs de deuxième ordre. Et lors de cette chaîne alimentaire, il y a passage, il y a transfert de matière organique d'un niveau trophique bas à un niveau trophique plus haut. Et lors de ce passage, il y a perte d'énergie sous forme de respiration, ou bien sous forme de matière non assimilée ou bien non utilisée. C'est en ce qui concerne la question numéro 1. Pour la question numéro 2, on vous demande de comparer les valeurs énergétiques des biomasses mesurées au niveau des maillons de la chaîne alimentaire. Que peut-on conclure? Donc, pour la biomasse, c'est évalué en énergie, en valeur énergétique. On passe de 66 10 puissance 6 kJ à 21,6 10 puissance 2 kJ et 1032 kJ, c'est le consommateur de deuxième degré. On voit qu'il y a une nette diminution de cette valeur
énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que lors du transfert de la matière, il y a perte d'énergie. Donc, le dernier paragraphe, j'ai vu vous parler surtout de vous faire rappeler une étape, pas une étape, mais une technique, une méthode de comment réaliser un graphe. Voilà. Donc, pour les étapes de la réalisation d'une courbe, on commence par la présentation générale. C'est faire tout au crayon à papier HP, faire le graphique sur du papier millimétré et utiliser les règles et la gomme. Trouver la grandeur des axes. Donc, c'est repérer dans le tableau de données les valeurs maximales et minimales pour déduire la longueur maximale de chaque axe. Et ensuite, construire alors une échelle simple et vous n'êtes pas obligé de commencer par le zéro. Ensuite, dessiner les axes, c'est-à-dire tracer les deux axes à la règle et au crayon à papier. L'axe vertical est appelé axe des ordonnées et l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Dessiner les flèches au bout des axes. Donner un titre aux axes, les mêmes que ceux du tableau. Au bout des flèches, et ne pas oublier de noter les unités entre parenthèses. Graduer les axes, tracer les petits repères sur les axes à intervalles réguliers. Et enfin, écrire à côté de chaque repère sa valeur numérique selon l'échelle pour arriver au bout de l'axe à la valeur maximale du tableau, ou bien la dépasser un petit peu. Donc, ensuite, on va passer à placer les points, chaque point sur le graphique en dessinant le symbole plus et non pas les petits croix bien les points. Chaque point est défini par deux valeurs correspondant aux deux axes. Il suffit de dessiner des lignes dans la tête et en pointillé sur le graphique pour trouver l'emplacement du point. Donc, chaque colonne du tableau de données correspond à un point représenté par le signe plus. Chaque plus doit être visible mais discret et tracé au crayon de papier en cas d'erreur pour que ce soit facilement effaçable. Ensuite, il faut relier les points. On a deux possibilités. Soit les points sont à peu près alignés, on relie les points à la règle en passant par le plus grand nombre de points possible, et ceci n'est possible qu'en SVT, soit les points ne sont pas alignés et reliés sur le point à la main en essayant de dessiner une courbe lisse. Il faut que la courbe soit la plus simple possible. La courbe doit être tracée à main levée et au crayon papier pour repasser avec une couleur si vous voulez bien sûr. Remarque, s'il y a plusieurs courbes à tracer sur le même graphique, pensez à mettre plusieurs couleurs et légender chaque courbe. Ce sont des choses que vous faites, mais j'insiste à ce que vous les écrivez noir sur blanc et chaque fois vous revisez cette fiche méthodique pour pouvoir maîtriser bien les étapes de la réalisation d'un graphique. Et surtout, n'oubliez pas de proposer un titre au graphique. Tous les titres des graphiques sont sous la forme, voilà, évolution du titre, des titres, axe des ordonnées, en fonction des titres de l'axe des abscisses. C'est la plus simple des choses à faire. Ce que vous avez au niveau de l'axe des abscisses, vous écrivez évolution de ceci en fonction de ce que vous avez ici. C'est bon? Donc, on passe à une application qui va être un petit peu rapide. Donc, voilà. Les vers de terre constituent le composant le plus important de la faune du sol. Le tableau suivant montre la variation de la porosité du sol en fonction de la quantité des vers. Là, voilà, c'est le tableau. On a la grandeur proportionnelle de la porosité en UA. UA, ça veut dire unité arbitraire. Et la masse des vers de terre en grammes par mètre carré. La première question. On vous demande de réaliser la courbe de variation de la porosité du sol en fonction de la masse des vers de terre. Deuxième question, c'est décrire cette variation. C'est l'analyse, c'est tout court, c'est analyser la courbe. Troisième question, c'est déduisez l'impact des vers de terre sur le sol. Donc, voilà.
vous voyez, là c'est le repère orthonormé. Au niveau de l'axe des ordonnées, c'est la grandeur proportionnelle de la porosité en UA. Au niveau de l'axe des abscisses, c'est la masse des vers de terre en grammes par mètre carré. La majorité des élèves se trompent. Qu'est-ce qu'on doit mettre au niveau de l'axe des abscisses et qu'est-ce qu'on doit mettre sur l'axe des ordonnées? Vous lisez le texte accompagnant le tableau des chiffres. Donc, le tableau suivant montre la variation de la porosité du sol en fonction de la quantité des vers. On reprend, on a 5, elle est liée à 10, voilà. Donc, c'est le 5 pour la porosité et c'est le 10 pour la masse. Voilà, la même chose, on a 10 avec 20. Deuxième point d'intersection. Troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et c'est la fin. Donc, j'ai le point d'intersection, je vais le relier grâce à une courbe. Donc, ils ne sont pas alignés. Je vais tracer la courbe à la main. Oui, c'est ça, à la main. Voilà l'allure de la courbe. Et bien sûr, pensez à proposer le titre. Voilà, c'est la variation de la porosité du sol en fonction de la masse des vers de terre. Vous pouvez aussi la variation de la grandeur proportionnelle de la porosité en eau, en UA, en fonction de la masse des vers de terre. Ça, c'est la première question. Deuxième question, voilà. Donc, la porosité du sol augmente en fonction de l'augmentation de la masse des vers de terre. Et la déduction, voilà, pour la déduction, bien sûr, pourquoi cette porosité augmente? Ça s'explique par le fait que les vers de terre se déplacent au sein du sol. Ils créent voilà, des labyrinthes au sein du sol. Donc, les vers de terre contribuent à l'aération du sol et c'est un impact mécanique. Donc, je tiens à bout de cette séance et j'espère vous voir prochainement. Allez, au revoir.